What's the top priority, you think, for the government to be in the budget? Fighting inflation, getting spending under control, alleviating the tax burden on Canadians. These are things I'm looking for. What do you think about dental care or pharmacare? Those are a part of the Liberal NDP agreement. Do you support those programs? I think we're going to have a close look at what they cost, and we're going to make sure that Canadians aren't left holding a bag with higher taxes as a result of profligate spending that hasn't been prioritized, that hasn't been triaged. We want to make sure this is a budget that is focused on growth. The last one was supposed to be on growth. It wasn't. This one, it's absolutely critical that we focus on long-term growth and make those investments that will ensure our long-term prosperity as a country. Thank you, everyone. In the context of... I've got to get in there, sorry. First of all, are we going to see that they've taken into account they've blown through all the fiscal guardrails? Number two, when we look at the 2030 reductions emissions plan, how are they going to pay for these things? Right? Is that going to be in the budget because it's not in the plan? For example, there's an RBC report out that says just to build out the infrastructure, the charging infrastructure across Canada for the zero-emission vehicle targets by 2035, the government needs to invest $25 billion a year to do that. Is that going to be in the budget? I mean, similar things with decarbonizing the electric grid, estimated to cost $5.4 billion a year to get to net zero till 2050. Are these kinds of things going to be in the budget? Have they contemplated that? That's something I absolutely want to see. Do you support more steps towards pharmacare, a dental care plan, as has been outlined in the NDP Liberal agreement? I think everybody wants those things, of course, but we have to look at, again, what's the cost going to be? We know we've almost doubled the national debt in the last 2 years. What are the costs of that going to be? What's the costs of getting to net zero by 2050? We have to look at the fiscal capacity of this nation, so I want to see what the plan for all of that is. But for net zero, it seems like the cost is for companies, businesses, and it leads to innovations most of the time and new jobs, not necessarily a cost for the government. So, of course, when you're developing a new technology, that can lead to new jobs. But some of these costs are massive, right? $25 billion a year to build out charging stations, right? So by 2035, you can't sell an internal combustion engine, right? So if you're living in Wawa or, in parts of my riding, northern parts of my riding, where are you going to charge these things? They're not all going to be plug-ins, right? So who's going to pay for all these charging stations all across Canada in rural areas? These things have to actually be explained to Canadians. We're entitled to know, how is this going to happen and who's going to pay for it? Thank you. Do you have any thoughts on defense spending? Look, we're still like about more than half a point off of hitting our NATO target. There's pressure to produce a plan. We're expected to produce one in June. The budget's an appropriate time to do that. How much do you think we can reasonably go up in terms of defense spending, and will we hit that 2% target? Well, I mean, I have to look at with the budget to determine that. But, one of my favorite movies is Groundhog Day, and, here we are with F-35s. It's Groundhog Day. We're 15 years later, massive price increase. These are the kind of bungles that make budgetary issues like increasing defense spending complicated. So we've got to increase defense spending, we know that, but where's the fiscal capacity again? Because, as I've said before, we've clearly blown through all the fiscal guardrails. So how much is reasonable for this first budget looking at increasing defense spending? More. I don't have a number, but it's got to be more. Thanks. One more environment question about the agriculture sector and their role in reducing emissions. The plan didn't really get into that yesterday and seemed to suggest the ag sector doesn't need to do much. What's your take on that? That's actually not actually accurate. What they've said in the plan, the 2030 emissions reductions plan, is you've got to reduce fertilizer by 30%, right? That's part of the plan. So there's a report out by MNP that says just to get there, okay, to 2035, it's going to cost the agriculture sector $48 billion and then $10 billion a year after that. This doesn't even take into account what that's going to do to the cost of food, or the fact that it's going to drive farmers out of farming. And then what does that do? So, there's so many unanswered questions with what this government is putting forward. I think Canadians should be really concerned because I don't think they've thought of it. Thanks very much. Pour le budget demain, le 7 avril, qu'est-ce que vous voulez voir? C'est quoi votre priorité? Écoutez, pour moi, ça sera toujours la même chose, c'est de travailler
à resserrer les finances publiques, à retrouver, à travailler à revenir à un équilibre budgétaire et de faire attention, et surtout au niveau de la défense, aussi C'est ça, la défense, ouais. les investissements de défense, d'en faire plus, mais surtout de le faire mieux. Actuellement, ce que j'ai beaucoup de problèmes, c'est la façon dont on gère les investissements de défense. C'est catastrophique. Puis, Ne croyez-vous pas que ça risque d'augmenter l'inflation, tout ça? les investissements de défense? De faire davantage de dépenses dans l'économie? Ben, ça dépend. Quand on parle d'investissement de défense, c'est l'industrie aussi qui est impliquée. Je veux dire, ça crée des emplois, ça bénéficie à tout le monde, là. Je veux dire, c'est pas une dépense de programme ou c'est pas des investissements, des enjeux donnés là, de façon temporaire. C'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'on devrait atteindre le 2 de dépenses Ben, en dépenses? de notre côté, ça a toujours été une demande qu'on a faite. Il y en a qui vont dire, ben oui, vous ne l'avez pas plus fait à l'époque, mais souvenons-nous qu'on était en Afghanistan dans le temps du gouvernement conservateur et qu'on visait, et la demande de l'OTAN date de 2014 aussi, là, juste à notre départ du gouvernement. Donc, on a toujours dit qu'on voulait le faire, mais en même temps, comme je disais tantôt, c'est de faire mieux. Mon problème, actuellement, je suis au comité des opérations gouvernementales, il y en avait des témoins encore, c'est qu'on a un problème majeur au Canada de gestion des dossiers d'approvisionnement militaire. Soit que ça prend trop de temps, soit que les coûts explosent. pas Et juste souvent, on une n'a pas question d'explication. Donc, moi, je veux qu'on mette plus d'argent, mais si on ne fait pas mieux, on n'avance à rien. Il faut réformer un peu comment... Absolument. Puis en 2019, si vous regardez dans la lettre de mandat du ministère de la Défense, il y avait une demande de faire une intégration, d'avoir comme un ministère, dans le fond, de l'approvisionnement militaire. Puis en 2021, ça a été enlevé les lettres de mandat. Pourquoi? C'est la réponse qu'on a eue au comité hier. Un expert a dit que c'est très idéologique. Puis que les libéraux s'organisent tout le temps, puis c'est compliqué pour que ça avance à rien. Ça m'a surpris, là, mais c'est un témoin qui a dit ça hier à notre comité. Puis il y a M. Auger ce matin dans la presse aussi qui en parlait. Donc, c'est pour ça qu'augmenter nos budgets de défense, oui, mais si on ne réforme pas la façon de faire, si on ne réforme pas la façon de donner les contrats, puis surveiller les contrats, ben on va gaspiller. Par rapport à l'Ukraine, est-ce qu'on doit envoyer encore d'autres armes? Parce que là, apparemment... Ah, ben on n'a plus rien donné, là. On a vidé les réserves. Mais par rapport au contrat d'approvisionnement, je parlais à des spécialistes qui disent peut-être qu'il faut remettre en question aussi l'idée même d'avoir des appels d'offres dans certains cas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça qui est à revoir. Parce qu'à un moment donné, comme la stratégie navale, à l'époque, en 2010, lorsque la stratégie navale a été mise en place, c'était pour justement permettre d'avoir une continuité dans le temps, de pouvoir prévoir à l'avance. Et là, ce qu'on voit finalement, c'est que les chantiers ont des contrats, les prix changent, puis tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Fait qu'au bout de la ligne, est-ce que c'est pas un effet pervers d'avoir voulu donner... pour les appels d'offres, mais ça dépend aussi des équipements. Il y a des équipements, à un moment donné, qui sont d'une nécessité rapide. Par exemple, si on voulait acheter des armes pour fournir à l'Ukraine, ils sont obligés de passer par un long processus d'appel d'offres. La guerre en Ukraine risque d'être finie. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, dans des circonstances spéciales, de dire, bon, on va acheter telle arme à telle compagnie, on va pouvoir livrer en Ukraine? C'est des choses à voir et à décider. Mais il reste que pour les investissements, pour le financement, ça, oui, augmenter, mais faire mieux, ça, c'est la priorité pour moi. Pensez quoi de votre collègue, Mme Thomas, hier, qui a fait... Ah oui, non, merci. What would you like to see in the budget? What's your top priority for the budget? Top priority for the budget? Yeah. Rural infrastructure. I think that would be great. And I also think they need to take another look at business risk management in agriculture. I think that would be a very wise one as well as far as programming goes. And I think for long-term debt and deficit, and there's that, but then also with the Bank of Canada, what the long-term policy is for 2% or 3% and quantitative easing, quantitative tightening, and also with their reinvestment program they have going on right now. I think those are all things that we need guidance. The markets want it, Canadians want it, and to really have a long look at that kind of stuff. Where do you see crypto fitting into all of that? Crypto? Yeah, like Bitcoin and... Well, in regards to, obviously that's a huge space, the crypto space. I think right now that what they want is certainty, whether it's in the United States or in Canada, and just how it's going to be regulated, how it's going to be taxed. Is it an asset? Say such as Bitcoin, it would be treated more like an asset, where something like Ethereum would be treated more like a security probably. And then you've got also the digital currencies that go along with it, like Tether and US dollar coin and all those. So when you're looking at where it fits in the budget, I don't know that
necessarily does fit in a budget, but I do think the finance minister and even the Bank of Canada need to set a clear course of harmonized regulations from one province to the other, so that the best minds, because really the best graduates out of university, some of the brightest minds are getting into crypto now. Share some of the concerns that your colleagues have about how parliamentary committees will operate now that there's this agreement between the NDP and the Liberals? Well, I've always been concerned with how committees operate for years. So I sit on government operations, and Gordy Johns is the NDP member, and he's been fine to deal with. So I don't know. We'll see. I give him a benefit of the doubt for now. What are you hoping to see in the budget? Well, I almost forget. I asked so many questions, but rural infrastructure was obviously one of them, and I also mentioned about the business risk management portion for agriculture, so agri-stability. There's a lot of farmers that are concerned with that, and to be honest with you, now that I think about it, the carbon tax rebate that they've offered to farmers, it's not sufficient at all. So it's $1.73 per thousand of expenses. So if you have a hog farmer or even cash crop farmers that are drying their crops, and the hog farmers thing, they're heating their barns. One guy I know quite well, his heating bill for the carbon tax on the heating bill for 1 month was close to $3,000. To get that back, you'd need to have pretty close to $2 million expenses on farm to get a rebate for 1 month. So I don't really think when the government's looking at what happens on a farm for carbon sequestration and everything with your crops and your woodlot, it doesn't seem like a fair plan for farmers. So I think it's not probably going to be in the budget because it was in the fall update, but those are some things I would see. But even affordable housing in rural communities, like we haven't received any money in any of my communities, and they've applied for probably eight or nine different projects, and we get rejected every time. But in rural Canada, we have affordable housing, homeless, just the same as the cities, but we don't get any of the funding. So those are some, and then I'd also mention to David about debt and deficit long-term and interest rates and the Bank of Canada's policies. So, Rachel Thomas describing the Prime Minister as a dictator. Is that appropriate language? Well, my point of view on that is that Mr. Trudeau should have a policy that will unite Canadians, and unfortunately is not on that page. So this is not the point of view that I share, what you've said, but I think that Mr. Trudeau should be the leader of all Canadians, not only the leaders of a fraction of our country, and his role is to unite people, not to wedge everybody. En français, Excusez-moi. C'est parce que je me suis en plus, j'ai avalé tout croche tantôt, fait que je reprends mon souffle et ça n'a rien à voir. Non. On m'apprendra à prendre mon café en marchant. OK. Alors, oui, en effet. Moi, je pense que M. Trudeau doit être le premier ministre de tous les Canadiens, puis arrêter de les diviser. Ce qu'on a vu particulièrement au cours des derniers mois, c'est un premier ministre qui divise. C'est un premier ministre qui cherche à foutre le problème dans les autres partis politiques, ce qu'on dit en anglais le wedge. Et malheureusement, ce n'est pas le rôle d'un premier ministre. On comprend qu'en campagne électorale, on peut avoir un discours qui est cinglant, ça fait partie du folklore politique. Mais quand on est premier ministre, en plus qu'on est en crise, il faut unir les Canadiens, ce que M. Trudeau ne fait pas. Mais ce n'est pas la définition d'un dictateur quand même de diviser. On est loin quand même d'un dictateur. C'est pas un propos que moi je partage. Ce que je vous dis, c'est que M. Trudeau doit agir pour unir les Canadiens comme chef d'État et non pas comme chef politique partisan, ce qu'il fait trop souvent. Qu'avez-vous pensé du plan de réduction des GES déployé hier? Bien, ce qu'on voit, c'est que M. Trudeau n'a pas été capable d'atteindre les cibles que nous avions mis de l'avant en 2015, qui ont été reprises d'ailleurs par la planète entière lors des accords de Paris. C'est important de le rappeler parce qu'on se souvient qu'à l'époque, tout le monde déchirait sa chemise en disant que les conservateurs disaient n'importe quoi en matière d'environnement, ce qui n'était pas le cas, puisque les cibles que nous avions établies en 2015 ont été reprises par la planète entière. Mais depuis, on a évolué. Oui, bien voilà. Or, M. Trudeau n'est même pas capable d'atteindre ces cibles-là, avec le résultat qu'on se retrouve qu'il permet encore une fois de projeter dans le temps les cibles. Et pour nous, ce n'est pas la bonne approche.
Mais ça serait quoi la bonne approche? Ce qu'on voit aussi, c'est que dans le plan de M. Trudeau, il veut littéralement, on l'avait déjà dit de toute façon, quand il avait dit « We need to phase them out », la production pétrolière canadienne. Or, plus que jamais, la planète a besoin de pétrole et d'énergie canadienne qui respectent les hauts standards en matière de droits de l'homme, qui respectent aussi les mesures environnementales les plus positives par rapport à ça. Quand on voit qu'actuellement, avec ce qui se passe en Europe, on voit que les pays européens, d'une certaine façon, financent la guerre avec l'achat de l'énergie russe, c'est pas la bonne chose à faire. Alors, plutôt que de permettre à l'énergie canadienne d'être à l'extérieur, d'être à l'étranger, malheureusement, on essaie d'étouffer ça et c'est pas la bonne approche. Que devrait contenir le prochain budget? Alors, le budget, évidemment, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est d'avoir un plan pour redresser les finances publiques, puis un plan de contrôle des dépenses. Puis en soi, c'est pas nouveau ce qu'on demande. On comprend que lorsque la crise de la COVID est arrivée, il fallait faire des dépenses, puis on comprend ça il y a 2 ans. D'ailleurs, on avait offert notre concours au gouvernement sur plusieurs de ces mesures-là. On aurait souhaité un resserrement sur certaines mesures, comme par exemple la PCU d'été, qui a eu un effet dévastateur sur l'économie à ce moment-là. Donc, on aurait aimé un resserrement. Mais là, maintenant qu'on est peut-être plus dans la phase après, nous, ce qu'on souhaite, c'est un plan de redressement de l'économie, un plan de contrôle des dépenses avec un objectif d'équilibre budgétaire. Est-ce que l'objectif doit être très, très, très court terme? Pas nécessairement, parce qu'on comprend qu'il y a d'autres défis. Mais même le directeur parlementaire du budget mentionnait que l'investissement que prévoyait faire le gouvernement sur la COVID n'avait pas les effets escomptés. Donc, il faut que le gouvernement prenne au sérieux ces avertissements-là. Et il est important que le gouvernement ait un plan de redressement des finances publiques, de contrôle des dépenses publiques, avec un horizon de retour à l'équilibre budgétaire. Et on entend beaucoup qu'il faut peut-être viser la croissance économique. Dans le contexte où il y a beaucoup d'inflation, manque de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que vraiment on a besoin de plus de croissance quand on n'est même pas capable de fournir en ce moment? Bien, il faut justement donner l'oxygène nécessaire. Quand on parle de la question de l'emploi, nous, on le mentionne depuis longtemps, il faut que justement on donne une plus de grande flexibilité pour permettre, entre autres, aux personnes qui sont à la retraite d'avoir accès au marché du travail à temps partiel, pas nécessairement à temps plein, on se comprend, avoir une plus grande flexibilité aussi pour l'immigration. Chaque député, dans ma circonscription, c'est pareil. Il y en a dans certaines circonscriptions, c'est pire. Mais chaque député a des dizaines, voire même des centaines de cas d'immigration qui tardent. Alors, les gens veulent venir vivre au Canada, veulent travailler au Canada, mais l'immigration n'est pas efficace comme on le souhaite. Alors qu'on voit que dans certaines situations, on l'a vu avec l'Afghanistan, je souhaite le voir actuellement avec l'Ukraine, c'est quand on a la volonté de faire venir les gens ici, on est capable de le faire. Mais il faut que le gouvernement donne un coup de barre par rapport à l'immigration. Et c'est un peu ça que je voulais vous dire. Il faut aussi, excusez, j'avais un point que je voulais à l'esprit, excusez-moi, c'est la question des taxes. Comme vous le savez, le 1er avril prochain, il va y avoir une augmentation de la taxe sur le carbone. Nous, ce qu'on demande, c'est un arrêt de ça. Pour le moment, temporairement, M. Fass l'a très bien dit en Chambre cette semaine, que oui, on comprend que là, par rapport au fait qu'il y a une crise d'inflationniste très forte, que toutes les familles doivent conjuguer avec cette réalité-là qui est brutale, et là, en plus, on va en rajouter une couche vendredi, là. C'est dans 2 jours, cette affaire-là. Là. Vendredi, on va en ajouter une couche. Nous, ça fait des semaines qu'on demande au gouvernement, à tout le moins, de ne pas augmenter la taxe sur le carbone. Est-ce qu'il y a des divisions en ce moment au sein du parti concernant la course à la chefferie, dépendamment du chef? Est-ce qu'il y a des plans qui tombent? Est-ce qu'on risque la scission? Alors, absolument pas. Écoutez, qu'il y ait des gens qui appuient une personne, qu'il y en ait qui en ait plus d'autres, c'est tout à fait logique. On appelle ça une course au leadership. Vous dire qu'il y a une scission, une division, absolument pas. Des gens qui appuient M. X et d'autres qui appuient M. Y, Mme Y, ou peu importe, ça, c'est sûr, ça fait partie d'une course au leadership. Sinon, on n'appellera pas ça une course au leadership. Est-ce que vous craignez mais je peux vous dire que si ça devient trop, je dirais, s'il y a une campagne de salissage, si les propos, le ton monte, est-ce que ça pourrait endommager le parti ou la solidarité aussi? J'ai déjà connu d'autres courses au leadership, dont certaines avaient été particulièrement malheureuses, pour rester poli. Cela dit, c'est aux membres à juger aussi la qualité des candidatures et voir comment chacun des candidats amène sa candidature et parle en fonction de sa candidature et de ce qu'il veut faire. Maintenant, écoutez, c'est sûr, tout le monde le sait, là, une course au leadership, c'est pas une petite promenade dans un parc de roses, là, ça, on le sait tous. Cela dit, c'est à chacun à agir comme il le désire et qu'il y ait des députés qui pensent soutenir telle personne, telle autre personne, on appelle ça une course au leadership. Croyez-vous que le parti risque d'exploser? Non, absolument pas. Non, absolument mais il y a quand même pas. M. Mulroney qui l'a dit, M. Charest l'a dit de mot à mot couvert, que
M. Poilievre, ça donnait une américanisation de la politique canadienne. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien, un peu comme je vous ai dit tantôt, chacun fait la politique à sa façon et chacun fait sa course au leadership à sa façon. Et ce sont les membres qui, ultimement, vont vouloir décider comment ça se passe maintenant. Comme je vous ai dit, dans une course au leadership, c'est tout sauf une promenade dans un parc de roses. Et on va voir quel va être le résultat le 10 octobre. Il reste encore 5 mois, là, attention, c'est pas demain matin, cette histoire-là. Là. Alors, il reste encore beaucoup de temps devant nous. Mesurer la qualité des candidats, mesurer la qualité des propositions qu'ils font, comment ils mènent leur course au leadership, qui dit quoi, comment et pour quelles raisons. Et c'est ça ce qui s'appelle une course au leadership. OK, merci. Qu'est-ce que vous pensez de la course au leadership? Comment ça en est? Moi, je vais vous parler de mon projet de loi C-215 aujourd'hui parce que c'est vraiment important pour moi. Oui. Ça fait 16 ans que je suis ici. C'est la première fois que je peux débattre d'un projet de loi émanant du député. C'est un projet de loi qui est vraiment très, très important. Passer les semaines d'assurance emploi maladie de 15 à 52. 151 000 Canadiens par année ont besoin de plus de 15 semaines. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est ça mon message. Puis c'est ma journée en 16 ans. Bien sûr. Merci. Mais il n'y aura pas de vote tout de suite, là. Mais quoi qu'avec un long gouvernement, peut-être qu'on n'a pas le temps de s'y rendre. Ben oui, si cet automne, on va te rendre se rendre. Oui. La course à chefferie, à cause de mon projet de loi, je reste neutre parce que je veux avoir tout mon caucus de mon bord. M. Gault, vous pensez quoi de Mme Thomas qui a comparé M. Trudeau à un dictateur ou qui a fait une allusion en disant... J'ai pas de commentaire là-dessus, je ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai pas lu ça ce matin. Merci.